J'ai lu le dernier livre de David Goggins et bah, il est nul. Parce que j'ai pas eu ce que j'étais venu chercher en le lisant. Ce livre, c'est Ne cède jamais, gagne ta guerre intérieure. C'est le deuxième livre de David Goggins. Et tu vois, moi qui m'attendais à avoir des conseils, avoir des méthodes, des solutions pour pouvoir me dépasser par David Goggins, bah en fait, je me suis retrouvé plongé à travers des expériences, à travers des histoires qui sont tout sauf du développement personnel. Donc, bienvenue dans cet épisode 7 du Super Focus Podcast. Ici, on reprend le focus sur son corps et son esprit dans un monde où tout est fait pour se perdre. Et aujourd'hui, ça va être très simple en trois parties. On va voir dans un premier temps pourquoi j'avais besoin de lire ce livre aujourd'hui. En deuxième temps, ce qu'il raconte, les grandes choses que j'ai pu en retirer. Et en troisième partie, qu'est-ce qui s'est passé après, une fois que j'ai lu? Et est-ce que je te recommande, est-ce que toi aussi, tu devrais lire ce livre ou pas? Donc, on commence direct, on rentre dans le tas. Pourquoi j'avais besoin de lire ce livre aujourd'hui? Je te fais rapidement mon histoire à travers le sport. C'est que moi, le sport a changé ma vie. Voilà, concrètement, ça a changé mon quotidien, mes ambitions, mon entourage, mon métier. Et ça va encore la changer, je pense, dans les années qui arrivent. Et pendant 6 ans, j'ai pas vécu d'émotions fortes grâce au sport. Alors oui, ça a changé beaucoup de choses. J'ai pu avoir beaucoup d'expériences, rencontrer beaucoup de monde, mais j'ai pas eu d'émotions fortes en faisant du sport. Concrètement, je voulais un objectif, j'allais m'entraîner pour cet objectif, j'atteignais l'objectif, c'était tout. Voilà ce qui se passait dans mon quotidien. Je pense que peut-être ce qui se passe aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, et on est plus excité par la vision de l'après, de l'objectif, que par ce qu'on fait à l'instant T. Et tu vois, je voyais des épreuves comme, le marathon, comme, récemment l'Irox, le CrossFit et même des gens juste des compétitions classiques, même dans d'autres sports, tu vois? J'adore, Roland-Garros en tennis alors que je fais pas du tout de tennis, mais j'adore cette compétition, je sais pas, elle me provoque quelque chose et je me suis dit: «Bah, pourquoi?» Tu vois? J'ai jamais été sportif, tu vois? Ça fait que 6 ans que je m'entraîne et j'ai jamais fait de compétition, tu vois? J'ai jamais fait de club étant petit, j'ai jamais eu cet état d'esprit de compétiteur, cet état d'athlète et je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas avec mes figures de calisthénie, aller faire des compétitions pour aller chercher cette adrénaline, ces sensations, ouais, ces émotions-là que je voyais dans d'autres sports». Sauf que le problème, c'est qu'en calisthénie, dans le côté, figure, il y a pas trop de compétitions. Il y en a même quasiment pas, qui sont adaptées pour tout niveau. Soit tu es un top monde et les compétitions sont élitistes et du coup, bah, c'est un niveau que j'atteindrai peut-être jamais de ma vie ou qu'il me faudrait 5 à 10 ans pour aller atteindre et que je suis pas prêt à faire les efforts pour aller atteindre. Soit je faisais des compétitions un peu plus amateurs, mais il y avait également, au-delà des figures, le côté agilité. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est simplement, on va dire, tourner un petit peu autour d'une barre statique comme, en gymnastique pour pouvoir faire des combinaisons avec vos figures et cetera. Mais c'est un truc que je fais pas du tout. Moi, l'agilité, déjà, j'ai peur de faire une galipette arrière. Donc tu me demandes de faire des trucs sur une barre, sans matelas, j'ai, trop peur. Voilà, donc j'en fais pas du tout. Mais j'ai quand même pratiqué une compétition en 2023 et j'avais trop kiffé l'expérience. Je m'étais préparé, j'avais préparé des combinaisons, j'avais un peu exprimé tout le travail de mes figures sur une scène avec, des spectateurs. J'avais trop kiffé. J'avais trop kiffé. Mais je me dis: «Voilà, c'est limité, il y a pas trop de compétition». Voilà, je me suis dit: «Merde, moi qui voulais, découvrir cette sensation et vraiment m'entraîner pour quelque chose, pour un point final et bah, j'étais perdu» et je me suis entraîné 2 ans en calisthénie quasiment sans but à part des objectifs de figure. Je voulais atteindre ça, bah, je m'entraînais pour ça. Donc c'est à partir de là, depuis 2 ans, après cette compétition, que je me suis dit: «Bah, il faut que je commence à diversifier ma pratique». J'ai commencé à amener de la course à pied, un travail de jambes, un travail d'endurance parce que tu vois l'endurance en calisthénie, avec simplement des tractions, des dips et des pompes, tu peux aller chercher des points finals, assez rapidement. Des points finaux, je crois on dit ou des références en termes de performance qui sont un petit peu un déblocage. Tu vois, en calisthénie, en figure, il y a pas de déblocage. Tu te réveilles pas du jour au lendemain en débloquant une figure. Si tu la débloques, si tu l'atteins, c'est tu sais que tu vas l'atteindre un peu comme ton physique. Ton physique, tu l'atteins pas du jour au lendemain. Tu l'atteins au bout de 3 ans, tu te regardes dans le miroir, tu fais: «Ah putain, oui, c'est bon, j'y suis». À part le muscle up, tu sais, le fameux moment où tu passes au-dessus de la barre qui se débloque, parce que là, il y a vraiment un visuellement parlant, tu peux dire: «OK, j'ai débloqué mon muscle up». Toutes les autres figures,
ne te permettent pas de ressentir cette émotion de débloquer. Tandis que dans l'endurance, bah, c'est facile d'aller chercher ces petits déblocages parce qu'il y a des piliers. Il y a des piliers de je vais faire ma première traction, la barre des 10 tractions, la barre des 20 tractions, la barre des 30 tractions. Puis une fois que tu en as 30, bah, je vais pouvoir me le laisser. Pourquoi pas 10 répétitions à 10 kilos. Tu vois, tu as plein de barrières qui sont sexy, qui disent à ton cerveau, putain, tu peux aller débloquer ça. Et là, tu as vraiment ce côté débloqué parce qu'il y a un jour où tu vas venir tester et atteindre ce résultat-là. Donc ça m'excitait vraiment. Donc j'ai fait ma première compétition cette année-là, 2025, en mai, des championnats de France d'endurance, et j'ai adoré. J'ai adoré à la fois ma prépa, que j'ai fait accompagner d'un coach, d'Alexis Gengen, pendant un mois, où il m'a accompagné. J'ai trop kiffé, j'ai kiffé l'instant T, les émotions que je voulais, bah, je les ai trouvées dans cette compétition, même si je suis pas allé très loin, même si j'étais le plus nul parmi les plus forts, on va dire. Et ben j'ai découvert un truc, je me suis dit: «Waouh, OK». Donc là, je trouve quelque chose que je n'avais pas depuis 2 ans, c'est cette émotion, cette énergie que je voulais, et je vais tout faire pour aller la chercher encore davantage. Sauf que le problème de ça, c'est que c'est cool, j'ai trouvé, un peu ce qui m'excitait, mais moi je suis pas compétiteur. Comme je te le dis, j'ai jamais fait de sport en club, j'ai jamais, heu, fait des sports collectifs, même des sports individuels où je vais faire des compétitions, donc j'ai jamais été compétiteur, j'ai jamais été athlète, tu vois? Je me suis jamais déjà j'ai eu du mal à me considérer sportif pendant, 2-3 ans. J'ai encore plus eu du mal à dire à mes proches que je faisais de la calisthénie parce que, voilà, visuellement, il n'y avait pas grand-chose, mon corps il parlait pas trop à ma place, et là, tu vois, me mettre dans des compétitions, je me suis dit: «Waouh, attends, mais là, en 6 ans, il y a eu un il y a eu une évolution et je me suis pas préparé». En fait, je change d'identité sans le vouloir, et là, je suis vraiment, bah, dans cette phase de me dire: «OK, bah, j'ai envie de devenir compétiteur. J'ai envie de devenir un athlète. J'ai envie d'avoir des performances de haut niveau». Sauf que dès que je me mets ça en tête, dès que je commence à avoir des performances, une envie de gagner et cetera, mon cerveau me bloque. Il me dit direct: «C'est pas fait pour toi. Pourquoi là, tu serais, top monde alors que toute ta vie, tu as jamais cherché ce truc-là?» Et c'est ici que commence, mon combat mental pour changer d'identité. À la fois changer ma relation avec le sport, changer ma relation avec les compétitions et bah, ma relation à moi-même parce que je dois incarner un athlète. Je dois incarner un compétiteur, et si tu as écouté tous les épisodes, tu fais bien sûr référence à tout ce que je t'ai déjà dit, incarne la personne que tu veux être. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que fait un athlète?» Et bah, il va se préparer avec un coach, il va essayer de manger correctement, il va tout faire bien pour atteindre un niveau incroyable le jour de la compétition. Donc actuellement, je me fais coacher par Axel, pendant 8 mois pour aller chercher, ces championnats, de France, même s'il y en a d'autres en avance, je vais peut-être t'en parler après. Niveau nutrition, je me fais pas accompagner, j'essaye de faire ce qui me paraît, le plus, cohérent et ce qui a marché sur moi ces dernières années avec tout ce que j'ai pu me former sur la nutrition. Je fais attention à mon sommeil, et il y avait un élément sur lequel je devais me former et faire attention, bah, c'était le mindset, le mental, et je savais que moi, c'est un gros point limitant dans ma performance, c'est le mental. Parce que comme je te l'ai dit, les pensées créent la réalité. Si tu as pas lu le livre, si tu as pas eu le podcast, numéro 3, où je te parle du livre qui a changé ma vie, c'est exactement ce qu'il dit à l'intérieur: «Les pensées créent la réalité». Si tu te dis à voix haute et que tu dis à tout le monde: «De toute façon, je suis nul en traction», et bah, tu seras toute ta vie nul en traction. C'est comme ça. Donc il y avait ce truc-là, le mindset. Il fallait que je change à tout prix mes pensées et que je trouve de nouveaux chemins pour pouvoir devenir l'athlète que je veux. Voilà. Et là, comme par magie, s'offre à moi, le livre de David Goggins, que j'ai vu dans une vidéo d'Eric Flagg qui en a parlé, et je me suis dit: «Waouh, OK, ce livre-là, cette personne-là, cette personnalité qui est David Goggins me parle». Il m'impressionne, il m'inspire, je me dis: «Putain, ce mec, il doit changer des putains de vies, au quotidien, juste par le fait d'être un athlète, un mec hyper résilient». Si tu connais pas David Goggins, là je lis rapidement ce que j'ai écrit pour te faire une présentation. David Goggins, c'est un ancien, Navy Seals des États-Unis, ça c'est le truc de l'armée vraiment poussé à l'extrême. C'est un athlète d'endurance justement extrême, auteur et conférencier américain. Il a eu une enfance très, marquée par, les violences familiales, son père qui le frappait, il a vécu beaucoup de racisme, il a eu des grosses difficultés à apprendre à l'école. Bref, il a vraiment vécu une enfance que tu
on n'a pas envie de vivre nous personnellement. Il a eu une carrière militaire très prestigieuse, les Navy Seals et cetera, plein d'autres trucs incroyables. Il a écrit le livre Can't Hurt Me en 2018, où là il a commencé à se faire connaître et c'est devenu une référence, juste après. Et son message clé, c'est: «On est souvent capable de beaucoup plus que ce que l'on pense. La souffrance, la discipline et la rigueur sont des leviers pour se relever». Voilà, c'est vraiment, le mec qui te pousse au cul, qui va pas te dire: «C'est dur», il va te dire: «Tu en fais pas assez». Voilà. Donc dans ce livre, Ne cède jamais, qui est son nouveau livre qui est sorti tout récemment, je vais pas te raconter, tout ce qu'il dit parce que comme je te l'ai dit au départ dans l'intro, bah, moi je m'attendais à des méthodes, je m'attendais à des conseils, je m'attendais à des choses en mode en 3 étapes pour devenir un athlète. Et en fait, bah, le livre, il raconte juste des histoires de David Goggins qu'il a fait, voilà, des expériences qui l'ont impacté, et toutes ces expériences sont tellement bien amenées dans ce livre que, bah, tu en ressors grandi. Tu te prends pas des conseils, tu te prends des claques, en fait. Je me suis pris des claques de réalité, des claques de la vie, où il dit, en fait: «Voilà, le dev perso, on en a plein le cul. Moi, je vais vous mettre des claques dans la gueule pour vous réveiller». Le but, c'est de vous réveiller. Vous allez pas apprécier lire ce livre, vous allez avoir du mal à le lire parce que vous allez vous prendre des vérités brutales sur votre vie. Et si vous êtes pas satisfait de votre vie et que vous êtes pas prêt à entendre des vérités brutales, et ben, ne lisez pas le livre. Voilà, c'est concrètement comme ça qu'il a commencé et je me suis dit: «Moi, je suis un peu sado, j'ai envie de prendre des claques dans la gueule». Et là, juste te parler d'une histoire qui m'a vraiment marqué pour que tu comprennes un peu le personnage et que tu dises: «OK, l'ampleur de ses actions». Donc il y a un ultra, marathon qui s'appelle le Moab 240. C'est une distance de 386 kilomètres de course à pied. Donc je sais pas si tu te rends compte, déjà nous un marathon 42 kilomètres, on est en mode bon, bah, c'est déjà le plus gros défi de notre vie, pour nous tous. Lui c'est 386 kilomètres, rien que ça, et c'est surtout dans des conditions extrêmes. Le désert, la chaleur, le froid, tu tout seul, bref c'est un enfer. Mais David Goggins, il a un mental de fou furieux et voilà, il arrive à le faire, mais il se passe plusieurs choses dans cet ultramarathon. La première chose, c'est qu'il se trompe de chemin pendant la course, donc il perd littéralement, je crois, 30 kilomètres. Donc, dans une course comme ça, t'as pas envie de rajouter des kilomètres en plus. Donc, il avait plus 30 kilomètres dans la gueule juste à cause d'une petite erreur d'inattention. Il avait également des douleurs immenses au niveau du genou qui le tiraient, genre, il boitait quasiment la moitié de la course. Ses muscles qui en pouvaient plus. Il avait également fait des erreurs au niveau de son matériel qui l'avaient causé énormément, de problèmes, des médicaments qu'il avait oubliés, des vêtements et cetera, où il avait hyper froid. Bref, il commençait à halluciner et il lui arrivait une chose pendant cette course, c'est qu'à un moment, au bout de 300, si je dis pas de bêtises, genre, 330 kilomètres ou 360, mais bref, vers la fin, vraiment sur la fin, et ben il s'effondre. Vraiment, il tombe, il est en mode: «Là, je peux plus avancer, j'ai trop mal». Il avait en fait des douleurs aux poumons extrêmes. Il était en mode: «Mais là, je vais crever». Voilà, je vais littéralement crever. Donc il appelle, les secours, ils lui disent: «Sauf que là, monsieur, vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans un endroit pendant la course tellement isolé que personne ne peut venir vous chercher, même pas des hélicoptères». Donc là, il fait: «OK, le seul moyen, c'est de continuer». Il restait 20 kilomètres pour aller à l'emplacement pour qu'on puisse aller le chercher. Il arrive à aller faire les 20 kilomètres alors qu'il est effondré, hein, je t'ai dit vraiment, il était au bout de sa vie. On l'emmène à l'hôpital, donc il quitte la course et dans les règles de la course, dès que tu la quittes, ça veut dire que tu abandonnes, donc tu es éliminé de la course. Donc pour David Goggins qui lui est en mode, on ne perd jamais, se faire éliminer comme ça, je peux te dire qu'il l'a à travers la gorge. Mais à l'hôpital, il lui découvre un œdème pulmonaire, donc clairement, c'était la fin. Il aurait continué un peu plus, il serait mort tout simplement. Donc il est à l'hôpital, ils lui enlèvent toute, l'infection dans ses poumons. Les médecins le prennent en charge et cetera. Ils le font rentrer, dans son hôtel avec, tout le matos pour qu'il puisse, bah, se remettre de cet événement, voilà, de son œdème pulmonaire. Sauf que notre ami Goggins, au lieu de se dire: «Ah putain, mais j'étais à 2 doigts de crever, bah, je vais me reposer», il parle à sa femme, il fait: «Bah, écoute, il reste combien de temps avant que la course se termine?» Elle lui dit: «Bah, il reste 60 heures». Il fait: «OK, est-ce que tu penses que si on retourne à l'endroit où je me suis arrêté et que je finis, j'ai le temps de la finir?» Elle fait: «Bah, oui, largement».
Il fait: «Bah, let's go». Il appelle son équipe, sa femme est d'accord avec lui, ils prennent leurs affaires, ils retournent exactement à l'endroit où il s'est arrêté et ils terminent cette putain de 386 kilomètres après, 6 heures d'hospitalisation. Il finit sa course. Mais comme il a été éliminé, il ne pouvait pas finir sur la ligne d'arrivée officielle. Donc, il fait la distance, il prend un poteau électrique dans la rue et il considère ce poteau comme sa ligne d'arrivée et il finit ses 386 kilomètres. Waouh! Donc là, je te l'ai raconté en 3 minutes, mais c'était sur, une trentaine de pages et moi, je lisais ça juste avant mon entraînement et j'étais en mode: «Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce mec?» Donc il répète souvent qu'on est très souvent limité par notre mental. Notre mental va tout faire pour nous maintenir dans la sécurité, nous maintenir dans un état de voilà, de confiance en mode: «Non, ne va pas faire trop que ce que tu es capable de faire. Reste dans ta zone de confort et contente-toi du minimum». Voilà, c'est un petit peu ça qu'il critique et cette histoire-là, cette expérience, on peut la voir en mode: «Bon, bah, c'est un gros malade, il est juste, très con en vrai et il aurait pu mourir». Mais en fait, il y a 2 types de personnes. Soit la première ty la première type de personnes vont dire: «Oui, bah, il est juste stupide d'avoir fait ça, il est complètement con». Ils vont rien retirer de cette histoire, juste de la négativité. Ou il y a les autres qui vont être en mode: «Bah, il est con», mais qui vont reprendre cette histoire et l'amener à leur cas personnel en disant: «OK, si un mec mortel comme moi est capable de faire ça, pourquoi pas moi sur des petites choses au quotidien et ben, je suis pas capable de le faire aussi». Et c'est là toute la puissance de David Goggins, il est pas en mode: «Faites comme moi, c'est moi qui ai raison, j'ai la solution». Il est en mode: «Vous pouvez tous, à votre échelle, faire cette même chose». Et justement, là, on va voir des citations, j'en ai sorti 6 qui m'ont vraiment marqué dans le livre et que je voulais à tout prix, te te partager. Voilà. La première, c'est dans le livre, il dit: «La réalité est que l'horloge tourne et qu'à un moment donné, si vous ne passez pas à l'action, votre heure d'or expire». Heure d'or qui est mis entre parenthèses. Donc là, il explique à quel point on est bloqué par nos événements passés. Que notre passé va tout le temps nous ramener à la réalité et nous dire: «Non, regarde, il s'est passé ça, t'es comme ça, c'est inné». Tu t'es mis une étiquette en fait sur ta personnalité qui t'empêche d'avancer dans la vie. Donc lui, il parlait par exemple de son père qui le frappait, de ses problèmes, d'apprentissage à l'école et du coup, bah, quand il était, jeune adulte, au début de sa vingtaine, il disait tout le temps: «Ouais, mais de toute façon, si j'ai du mal dans la vie, c'est parce que, quand j'étais petit, j'ai été frappé». Ou s'il avait du mal, sur un examen, il disait: «Ouais, mais parce que, j'ai été, illettré, quand j'étais à l'école». Il mettait toujours des excuses sur son passé et il attendait toujours, des dédommagements, en fait. Il attendait toujours que son père vienne s'excuser, qu'il attendait toujours, que la vie lui dise: «Non mais t'inquiète, c'est pas grave». Au point où il arrivait à se dire: «En fait, j'ai pas besoin d'attendre qu'on vienne me dire quelque chose, je peux dès maintenant changer les étiquettes que je me suis fait. Oui, j'ai été frappé, mais ça veut pas dire que je peux changer. Oui, j'ai eu ça» et cetera. Donc là, il y a des cas extrêmes et nous, je pense, bah, personnellement, j'ai jamais vécu de choses traumatisantes dans ma vie et tant mieux. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois? Des choses qui peuvent m'arriver genre dès demain, dès la semaine prochaine, dans ma jeunesse et qui pourraient me suivre toute ma vie et là, ça sera à moi d'être le seul responsable de: «OK, concrètement, il s'est passé ça, qu'est-ce que j'en fais?» Je suis le seul décisionnaire de qu'est-ce que je fais d'un événement qui se passe dans ma vie. Soit je le subis et ça me fait rester au plus bas, soit je l'utilise, je le juge pas et j'essaye d'avancer dans ma vie en essayant d'en prendre le moins compte possible. Voilà, plus facile à dire qu'à faire, mais c'était quand même hyper intéressant dans son livre, il a fait toute une partie là-dessus. Une phrase que j'ai trop aimée, c'était: «Rien ne sert d'avoir des abdominaux en béton quand on a un mental d'acier». Donc là, c'est un petit coup de gueule sur, tous les mecs qui s'entraînent, même les filles, hein, qui s'entraînent pour les autres. Il parlait beaucoup de, bah, au début, c'est normal, hein, je te le répète, de vouloir s'entraîner pour avoir un physique, pour être apprécié, pour plaire aux gens, pour plaire aux autres. Oui, tu vas plaire aux autres en étant plus musclé. Oui, ça va t'aider socialement, on va dire, dans la vie. Mais, au bout d'un moment, dans ta pratique sportive, tu commences à ne plus te soucier de ton physique et tu commences à mettre place, au dépassement mental, à un défi, à quelque chose, à une flamme qui est même pas explicable, qui va te faire continuer ta pratique. Parce que si tu te fiais qu'au physique et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui le font encore, c'est
on retrouve beaucoup ces gens-là en musculation au bout de 5-10 ans de pratique qui vont te dire: «Putain, j'ai toujours pas assez d'épaules, j'ai toujours pas assez de bras. Ah, je suis pas assez musclé», tu vois? Alors qu'ils ont atteint leur limite physique depuis des années. Mais ils sont tellement dans cette recherche en permanence et ce manque qui les a suivis toute leur vie dans leur pratique que, bah, naturellement, ça va les suivre toute leur vie. Donc à un moment, il faut que tu en prennes conscience, te dire: «OK, mais en fait, le physique, c'est juste une finalité de ce que je fais. C'est pas ça devrait pas être l'objectif principal» et en fait, derrière le dépassement mental, le mental d'acier, c'est plutôt ça qui va être encore plus excitant à aller chercher. C'est ça qui va te faire des expériences de vie et qui vont te marquer, bah, toute ta vie. Troisième citation, qu'est-ce que j'ai adoré et c'est un petit peu le résumé du livre, le livre qui s'appelle «Ne cède jamais». Pourquoi il s'appelle comme ça? Parce qu'il dit clairement une chose. Dans le livre, il explique que tu peux tout arrêter en 1 seconde. Tu décides de t'inscrire à un marathon, tu fais 8 mois de préparation intensive, 3 sorties par semaine pendant 8 mois. Tu arrives à la ligne d'arrivée, il est 8 heures, tu as froid, tu as faim, tu vas pisser, tu vas chier avant de courir. Tu cours 10 bornes, 20 bornes, 30 bornes et là ça devient dur. Et ça peut littéralement prendre 1 seconde pour te dire: «J'arrête de courir». Pendant les 42 kilomètres, en 1 seconde, tu peux décider d'arrêter ton marathon. Et tu sais bien ce que ça veut dire d'arrêter un marathon. C'est pas juste la course qui s'arrête, c'est les 8 mois de préparation que tu as fait qui disparaissent. Donc quand tu vas te regarder dans le miroir, après cette simple seconde d'arrêt, bah, tu comprends tout ce qui va se passer. Et en fait, il explique que quand tu arrêtes quelque chose, bon là je prends l'exemple du marathon, mais il y a énormément de choses dans la vie, hein. Ça peut être des projets professionnels, ça peut être une expérience, ça peut être quelque chose où tu te sens pas très bien, ça peut être plein d'événements, plein d'expériences dans ta vie, au-delà du sport. Et en fait, il dit que arrêter, c'est pas une décision. Si tu décides d'arrêter, en fait, c'est une réaction provoquée par le stress, provoquée par la peur de ton cerveau, qui va te faire arrêter pour te maintenir dans cet état en mode, bah, si tu continues, tu vas peut-être mourir, tu vois? Ton cerveau va te protéger. Donc, le conseil qu'il donne, c'est n'abandonnez jamais lorsque la douleur et l'incertitude sont à leur comble. Si vous avez besoin d'abandonner, faites-le quand c'est facile, pas quand c'est difficile. Et je trouve ça bien parce qu'il dit abandonner, c'est pas une mauvaise chose. Et j'aime trop la phrase s'il y a deux personnes qui courent dans la mauvaise direction, bah, c'est celui qui s'arrête le premier qui gagne, on va dire, qui change de direction et qui va dans la bonne. Et abandonner, ça peut être très bien si tu te fais quelque chose qui n'est pas aligné avec toi. Par exemple, on parlait de la recherche physique. Si tu te rends compte que c'est plus quelque chose qui est aligné avec toi, et ben arrêter d'aller chercher ça, abandonner cet objectif, ça peut être une bonne chose. Mais il faut abandonner pas quand c'est dur, pas quand tu es dans l'effort et que tu es en mode putain, j'en chie, je progresse pas, je stagne, je sais pas si je vais y arriver, etc. Il faut arrêter quand tout va bien, quand il y a des progrès, quand tout semble aller dans les meilleures conditions, parce que là, tu es conscient et c'est plus une réaction, c'est une décision. Et c'est vraiment ça qui est incroyable. Quatrième citation, vous devez apprécier ce que vous avez tout en restant suffisamment affamé pour apprendre tout ce que vous pouvez. Ça m'a juste parlé de fou parce que on est toujours dans une quête de je veux plus, je veux plus, je veux plus, tout en oubliant l'instant présent, tout en oubliant tout ce que vous avez déjà fait. Donc, il faut toujours avoir ces 2 extrêmes, être toujours heureux de tout ce que vous avez pu faire et être dans l'instant présent pour kiffer, mais toujours, comme il dit, être suffisamment affamé pour apprendre tout ce que vous pouvez, pour être continuellement en train d'expérimenter, créer, parce qu'en vrai, c'est ça la vie. Le but, c'est juste de créer et de kiffer. Citation 5, il n'en reste plus qu'une après, je te jure, promis. Nous passons tous un examen demain. Ça, c'est la phrase. Nous passons tous un examen demain. Hem, Parce qu'il explique que tout ce que tu fais dans la vie aujourd'hui, toutes les expériences que tu vas avoir, tous les tests, toutes les choses qui vont t'arriver, tous les traumatismes, c'est juste pour te préparer à la même chose qui va réarriver dans les prochains jours. Et ce sera à toi de voir si ça recommence, tu vois, demain par exemple, et bah, est-ce que tout ce que tu as appris de ces expériences passées va te permettre de pouvoir changer et d'améliorer ton expérience future? Ou est-ce que bah, tu n'as pas révisé, tu n'as pas pris en compte, tu es resté tête bêche dans la mauvaise chose, et du coup demain tu as un examen et ça se pète la gueule, encore, et tu refais les mêmes erreurs, encore et encore et encore. Donc là, pareil, dans tous les domaines de ta vie, tu passes forcément un examen demain. Et l'objectif, c'est de tout ce qui t'arrive,
essayer de le conscientiser, essayer d'en apprendre les bonnes décisions pour pouvoir, quand tu vas avoir cet examen en face de toi, quand ça va arriver, te dire: «OK, ça, je sais ce qui s'est déjà passé, je sais comment je vais pouvoir adapter ma réaction par rapport à ça. Parce que j'ai changé, parce que j'ai évolué». Et comme je te dis, ça peut être dans plein de trucs, ça peut être dans l'amour, ça peut être dans le travail, ça peut être dans le sport. Tu as compris. Citation 6: «Il n'existe pas de conditions préalables à l'excellence». David Goggins, il met un point d'honneur énorme sur le fait qu'il a eu une enfance de merde. Il a vraiment une enfance chaotique. Et s'il a réussi à devenir qui il est, eh ben, c'est pas grâce à son enfance. C'est parce qu'il a il a fait le choix d'atteindre l'excellence. Et je vais pas te lire parce que j'ai pris un extrait, mais il est assez long. En gros, il disait, je vais te lire un petit peu l'extrait rapidement pour que tu puisses comprendre ce qui est dit dans le livre. Vous pouvez être sans abri, illettré à 30 ans et sortir diplômé de Harvard à 40 ans. Vous pouvez connaître l'une des plus grandes réussites du pays et pourtant avoir plus faim et travailler plus dur que tous les autres lorsque vous cherchez à conquérir un territoire inconnu. Tout commence par un engagement à regarder au-delà du monde que vous connaissez, au-delà de votre rue, de votre ville, de votre état ou de votre nationalité, au-delà de la culture et de l'identité. Ce n'est qu'à partir de là que peut commencer la véritable exploration de soi. Le vrai travail vient après. Combattre ces démons jour après jour, à longueur de journée, est harassant. Ces démons ne cherchent qu'à vous démolir. Ils ne sont pas là pour vous encourager et vous aider à vous sentir bien, à croire en vos chances dans votre combat contre le doute et la solitude. Ils veulent vous limiter. Ils veulent que vous capituliez et que vous repliez sur ce que vous connaissez. Ils veulent que vous abandonniez avant d'arriver là où le sacrifice, le travail acharné et l'isolement, qui vous sont semblés si lourds pendant si longtemps, deviennent votre refuge. Voilà un petit peu ce que tu peux te prendre dans la gueule en lisant le dernier livre de David Goggins. Franchement, j'ai le titre évidemment faux. Le livre n'est pas nul. Il est juste pas ce que tu voudrais chercher, qu'il soit du développement personnel et des conseils. C'est juste des claques dans la gueule. Et c'est ce que j'avais en fait envie d'avoir en lisant ce livre. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'en plus, je lisais souvent le livre avant d'aller m'entraîner. Et quand je m'entraînais, en fait, je pouvais observer mon cerveau. Je pouvais observer mes pensées et les voir me dire: «C'est trop dur, c'est pas fait pour toi, fais-en un peu moins. Tu es sûr que tu veux faire toute la séance, tu sais que tu peux enlever cet exercice, tu sais que tu peux ajouter un peu plus de temps de repos». Bref, mon cerveau était en permanence en train de me ramener en arrière. Alors que moi, la flamme que j'ai au fond, cette expérience que j'ai envie d'avoir, la compétition que j'ai envie de faire, le niveau que j'ai envie d'atteindre, il doit passer par cette souffrance. Cette souffrance d'en faire un peu plus, cette souffrance de douter, cette souffrance d'être dans le mal, physiquement parlant, et de contrer les démons qui vont tout faire pour me faire revenir au Lucas d'avant. Au Lucas qui ne fait pas de compétition et qui est très bien dans ce qu'il est. Au Lucas qui a fait que des petites performances sans vouloir se dépasser. Au Lucas qui s'est jamais autorisé à performer. Mes démons vont tout faire pour me ramener. Mais moi, je sais que je suis tellement aligné avec ce que je fais aujourd'hui, que ce soit sportivement, professionnellement, spirituellement, que ces démons, je les combats. Je les combats tous les jours. Et je les combattrai tous les jours. C'est pas, dans 5 ans, ils vont pas disparaître. Ils seront toujours là, à une échelle différente. Et c'est ça qui va être incroyable. Et s'il y avait une chose à dire de ce livre, un peu une conclusion finale pour finir ce podcast en beauté, c'est que vous êtes responsable de votre vie. Peu importe qui vous êtes, peu importe ce que vous avez vécu, vous pouvez devenir la personne que vous souhaitez dès maintenant. Et pour ça, ne cède jamais. Voilà, c'était le livre de David Goggins, Ne cède jamais. Si jamais tu veux le lire, je te conseille vraiment de foncer, il se lit très rapidement. Attends-toi à te prendre des claques, attends-toi à changer ta perception à l'effort et attends-toi à aller kiffer, courir et souffrir dans tes entraînements parce que tu auras envie que de ça. Tu auras envie de mettre en pratique tout ce que tu as lu. C'était Lucas Julemier, j'espère que ce podcast épisode 7 t'a plu.
on se dit à la semaine prochaine. Des bisous.